Bonjour à tous, moi c'est Fabila Oumarou, élève professeur à l'École normale supérieure de Bétoin, filière TIC, niveau 5. Je vais vous présenter aujourd'hui un résumé bref sur la norme I30830. Nous allons ouvrir notre PowerPoint. Voilà. Nous allons commencer. La norme I30830, pratique recommandée par IE3 pour la préparation des spécifications d'exigence de logiciels, donc SEL. Nous avons notre plan de présentation. Nous avons élaboré 5 questions qui résument la norme IE30830. La première question, c'est qu'est-ce que la norme IE30830? La deuxième question, quels sont les objectifs de la norme IE30830? Ensuite, quels sont les avantages de la norme IE30830? La quatrième question, quels sont les facteurs à considérer dans la préparation d'une SEL? Et la dernière question, quelles sont les parties d'une SEL? Sans toutefois tarder, nous commençons avec notre première question. Qu'est-ce que la norme IE30830? IE3 signifie Institute of Electrical and Electronics Engineers. La norme IE30830 est une méthode recommandée pour créer un document de spécification des exigences logicielles. Elle est élaborée par les comités techniques des sociétés IE3 et par les comités de coordination des normes du IE3 Standard Board bénévole. Chaque norme IE30830 est révisée ou reconduite au moins toutes les 5 ans. Nous continuons avec notre deuxième question. Quels sont les objectifs de la norme IE30830? Le premier objectif, c'est d'aider les acheteurs de logiciels à décrire précisément ce qu'ils recherchent. Deuxième objectif, aider les fournisseurs du logiciel à comprendre exactement ce que veut le client. Troisième objectif, aider les personnes qui veulent atteindre des objectifs suivants, c'est-à-dire élaborer un plan normalisé de spécification d'exigence de logiciel à l'intention de l'entreprise, déterminer le format et le contenu de leurs spécifications de logiciels particuliers, préparer d'autres outils d'aide comme une liste de contrôle ou un guide de rédaction. Nous continuons avec les avantages. Nous avons établi les fondements de l'entente à conclure entre le client et le fournisseur sur les fonctions du logiciel, réduire les tâches de développement, fournir une base pour l'estimation des coûts et du calendrier, fournir une mesure de base pour la validation et la vérification, faciliter le transfert aux nouveaux utilisateurs ou aux nouvelles machines, servir de base pour une mise à niveau ou une amélioration. Ça, c'était les objectifs. Maintenant, nous passons donc aux facteurs à considérer dans la préparation d'une SEL. C'est-à-dire, avant de préparer une SEL, quels sont les facteurs qu'on doit d'abord énumérer? En première position, nous avons la nature même de la SEL, c'est-à-dire les fonctions, les interfaces externes, la performance, les attributs et les contraintes d'implémentation, mais sans toutefois entrer dans le vif du sujet même. Deuxièmement, nous avons le contexte de la SEL, c'est-à-dire le rôle que joue la SEL dans l'ensemble du plan du projet. En troisième position, nous avons les caractéristiques d'une SEL bien rédigée. Ici, nous avons jugé bon de d'énumérer ces caractéristiques parce qu'elles sont très importantes. Nous avons la première caractéristique qui est exacte. Une SEL est exacte si et seulement si chaque exigence formulée doit être respectée par le logiciel. Elle est non ambiguë si et seulement si chaque exigence formulée n'a qu'une seule interprétation possible. En fait, il ne doit pas avoir de confusion. Elle est complète, c'est-à-dire que toute SEL qui comporte l'expression à déterminer reste incomplète, sauf si à la suite, on revient déterminer donc cette expression. Nous continuons avec la caractéristique cohérente. Une SEL est cohérente si et seulement si aucune série d'exigences individuelles ne sont en conflit. Ensuite, nous avons la hiérarchisation en fonction de l'importance et ou de la stabilité. Ici, il s'agit d'expliquer l'importance de chaque exigence.
On a vérifiable. Une SEL est vérifiable si et seulement si chaque exigence est énoncée et vérifiable. On a ensuite modifiable. Une SEL est modifiable si et seulement si sa structure et son style sont tels que toute modification aux exigences peut être faite facilement. Elle est traçable si et seulement si l'origine de chaque exigence est claire et traçable. Ça, c'était les caractéristiques. Nous passons maintenant au facteur suivant qui est la préparation conjointe de la SEL. Elle doit être rédigée en collaboration client et fournisseur, c'est-à-dire doivent être en collaboration pour rédiger le SEL. Si c'est seulement le client qui le rédige, le fournisseur peut ne pas comprendre le langage utilisé. Et si c'est le fournisseur uniquement qui le rédige, le client peut ne pas comprendre certaines fonctions techniques. Ensuite, on continue avec l'évolution de la SEL. Ici, on dit qu'elle peut évoluer pendant le développement du logiciel car il est impossible de préciser certains détails au début du projet. Donc, même si on est en plein projet, on peut toujours ajuster. Ensuite, nous avons la réalisation des prototypes. Ici, il s'agit d'assurer une rétroaction rapide. Avant-dernier, on a l'incorporation des critères de conception. Ici, la SEL devait préciser les fonctions qui doivent être exécutées sur quel type de données, produire tel résultat à tel endroit ou tel projet. On a aussi l'incorporation des exigences du projet. Ici, la SEL devait traiter du logiciel, non pas du processus de production du logiciel. Ça, c'était les facteurs à considérer. Nous sommes donc à notre dernière question. Quelles sont les parties d'une SEL? Voici le plan que j'ai essayé d'établir. Le plan de rédaction, on a d'abord la table des matières, ensuite l'introduction qui donne une vue d'ensemble de la SEL. Dans l'introduction, nous avons l'objet, la portée, les définitions des acronymes et abréviations pour aider le lecteur, les références, une vue d'ensemble. Et en 2, nous avons la description générale. Ici, il s'agit de décrire les facteurs généraux qui influent sur le produit et ses exigences. Ici, le produit, c'est notre logiciel. L'environnement d'abord situe le produit dans le contexte des autres produits. Les fonctions ici résument les fonctions principales que le logiciel doit exécuter. Les caractéristiques des utilisateurs. On doit ici décrire les caractéristiques générales des utilisateurs du produit. On a les contraintes, décrites de manière générale tout autre élément qui risque de limiter les options offertes au concepteur. Et on a les hypothèses de dépendance. Ici, il s'agit d'énumérer tous les facteurs qui influent sur les exigences énoncées. Nous passons donc au 3, les exigences spécifiques. Ce sont les exigences du logiciel. Nous avons d'abord les exigences des interfaces externes, qui est la description détaillée de tous les intrants et extrants du logiciel. Nous avons les exigences fonctionnelles. Ici, ce sont les actions principales que doit exécuter le logiciel. Et pour écrire dans les exigences fonctionnelles, nous allons utiliser le terme approprié. Le système doit et ensuite donner l'exigence fonctionnelle. Nous allons commencer la phrase par le système doit. Ensuite, nous avons les exigences de performance. Il s'agit des exigences numériques, statiques et dynamiques qui doivent être satisfaites par le logiciel. Et enfin, nous avons les exigences de logique relatives aux bases de données. Il s'agit des exigences relatives à toute information incorporée à une base de données. Nous continuons avec les contraintes de conception. Ici, ils peuvent être imposés par d'autres normes ou les limites du matériel. Et nous avons les attributs. Ici, il s'agit de spécifier les attributs exigés pour que leur matérialisation puisse être vérifiée objectivement. C'est ainsi que se constituent donc les parties d'une SEL. À la fin, nous avons donc les annexes. Et puis, nous arrivons à la fin de notre présentation. Mais il est à noter toutefois que nous ne sommes pas obligés de suivre cette norme, mais de préférence, vraiment, c'est la norme idéale pour, pour les logiciels, pour la conception et la réalisation des logiciels. Merci pour votre aimable attention. À plus.